Je m'appelle Solène Marchand, j'ai 61 ans, et je vis dans un petit village alsacien, entouré de vignes et de souvenirs. Ici, tout le monde se connaît, ou croit se connaître. On me voit comme la femme tranquille, un peu solitaire, qui prépare des confitures maison et parle à ses rosiers comme à de vieux amis. Mais personne ne sait que derrière mes silences, il y a un poids que je porte depuis des années. Ma propre fille, Élodie, m'a effacé de sa vie. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un simple texto, court, tranchant. « Maman, je préfère que tu ne viennes pas à mon mariage. Je ne veux pas prendre de risques. » Pas d'explication, pas de justification. Juste cette phrase, comme une gifle froide au visage. Pendant quelques secondes, j'ai cru à une mauvaise blague. Mais non, c'était bien ma fille, celle que j'ai élevée seule, en sacrifiant tout ce que j'avais, celle pour qui j'ai travaillé nuits et jours à la boulangerie du coin, enchaînant les heures supplémentaires, même les dimanches. Et maintenant, elle disait que ma présence était un risque. Je suis restée figée, assise sur le banc en bois de ma petite cuisine, la main tremblante sur l'écran. Le soleil entrait par la fenêtre, caressant la nappe en toile cirée. Tout semblait paisible, sauf moi. J'ai relu le message au moins 10 fois. Le mot qui me frappait le plus, c'était risque. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que j'étais un porte-malheur, une honte, un obstacle à son bonheur? Je ne comprenais pas, mais au fond, est-ce que je ne l'avais pas senti venir? Depuis des années, quelque chose s'était brisé entre nous. Au début, c'était subtil. Des appels de plus en plus rares, des réponses vagues, des sourires forcés quand elle venait pour Noël. Puis, plus rien. Un silence poli, glacé, coupant comme les hivers d'ici. Je savais qu'Élodie préparait son mariage depuis des mois. J'avais vu quelques photos sur les réseaux, des publications où elle posait dans des robes blanches, entourée de ses amies parisiennes. Pas une mention de moi, même pas un merci à ma maman. Et pourtant, c'est moi qui avais payé ses études, moi qui étais restée à son chevet pendant ses nuits de fièvre, moi qui l'avais portée à bout de bras quand son père nous a laissés sans un mot. Et maintenant, j'étais effacée, rayée. Je suis sortie prendre l'air, le vent sentait la lavande. Je suis allée jusqu'au portail, là où il y a encore accroché ce petit cœur en bois qu'elle m'avait fabriqué à ses 10 ans. Pour maman, la meilleure du monde. Il avait jauni avec le temps, mais je ne l'ai jamais retiré. Je me suis surprise à murmurer « Qu'est-ce que j'ai fait, Élodie ?» Je ne trouvais pas de réponse. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis perdue. Je suis montée au grenier. Là-haut, entre les cartons de décoration de Noël et les vieilles affaires de bébé, j'ai ouvert une boîte que je n'avais pas touchée depuis des années. Dedans, il y avait nos souvenirs, des dessins d'enfants, un bracelet cassé, des photos en noir et blanc, et tout au fond, une enveloppe scellée. Sur le devant, écrit de la main d'un homme que je n'avais pas vu depuis longtemps, Mathieu Giraud, le père d'Élodie. J'avais gardé cette lettre sans jamais oser l'ouvrir. Nous nous étions séparés quand Élodie avait à peine 5 ans. Il avait dit qu'il partait pour se retrouver et n'était jamais revenu. Il m'avait laissé avec les dettes, les factures, et une enfant qui demandait tous les soirs où était son papa. Pendant des années, je lui ai inventé des histoires douces pour éviter qu'elle souffre. Mais moi, j'ai pleuré chaque nuit, seule. Je tenais l'enveloppe entre mes doigts, le cœur battant. Et si cette lettre expliquait tout? Je l'ai posée sur la table, sans l'ouvrir. Je n'étais pas encore prête. Le lendemain, j'ai appelé Marianne, la sœur de Mathieu. Une femme que je n'avais pas vue depuis au moins 10 ans. Elle vit à Nantes, mais on était restés en bons termes. Elle a toujours été droite et franche. « Marianne, je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête, lui ai-je dit. »« Bien sûr, Solène. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais pourquoi Élodie m'en veut? Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose sur moi? Quelque chose de faux ?» Elle a hésité. J'ai entendu son souffle, long, retenu. Élodie est venue me voir, il y a environ 2 ans.
Elle m'a montré une lettre que son père lui avait donnée avant sa mort. Une lettre, disons, pas très flatteuse pour toi. Quoi? Une lettre de Mathieu? Qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas lu la lettre, mais elle m'a dit que, selon lui, tu aurais empêché tout contact entre eux, que tu lui aurais menti, manipulé, que tu aurais fait en sorte qu'elle le voie comme un lâche, alors que c'est lui qui souffrait. J'ai eu un vertige. C'est faux. Tu sais très bien que c'est lui qui est parti. Je n'ai jamais empêché quoi que ce soit. Je sais, Solène. Je sais. Mais tu connais Mathieu. Il savait manier les mots. Et Élodie, elle voulait tellement croire qu'il avait une excuse, une raison noble. Elle s'est raccrochée à cette version. Je suis restée muette. Voilà. Tout s'éclairait. La distance, le silence, le rejet. Tout venait de cette lettre maudite. Une lettre écrite par un homme qui m'avait abandonnée et qui avait réussi, même après sa mort, à me voler ma fille. Mais il y avait une chose que Marianne ne savait pas. Moi aussi, j'avais une lettre de lui. Et elle disait tout le contraire. Je suis montée en trombe au grenier et repris l'enveloppe, et cette fois, je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre datée de 2004. Il s'excusait, disait qu'il n'avait pas eu le courage d'être père, qu'il admirait ma force, mon courage, qu'il espérait qu'un jour, Élodie comprendrait. Rien à voir avec la version qu'il avait donnée à sa fille. Et là, quelque chose a cliqué en moi. Il y avait 2 lettres, une pour moi, une pour elle. 2 vérités, 2 visages, et une question me rongeait. Qui a falsifié quoi? Je suis restée debout au milieu du grenier, les mains tremblantes, les yeux fixés sur cette lettre que j'aurais dû lire bien plus tôt. Je la relus plusieurs fois, comme pour m'assurer que je ne rêvais pas. C'était bien l'écriture de Mathieu, sa façon un peu penchée de former les E, ses tournures un peu trop dramatiques, mais surtout, c'était lui. C'était sa vérité, ou du moins celle qu'il avait voulu me laisser. Pourquoi, alors, aurait-il écrit autre chose à Élodie? Pourquoi me peindre comme une manipulatrice alors qu'il m'implorait presque de lui pardonner dans cette lettre? Ou est-ce que quelqu'un aurait modifié ses mots après sa mort? L'idée me traversa l'esprit comme un éclair noir. Et si cette fameuse lettre que Marianne avait évoquée n'était pas de sa main, ou du moins pas entièrement? Et si quelqu'un l'avait réécrite ou déformée avant de la remettre à Élodie? Je descendis précipitamment du grenier, la gorge nouée, les pensées en vrac. Je devais savoir. J'avais besoin de voir cette autre lettre, celle que ma fille avait reçue. Peut-être que je pourrais la convaincre de me la montrer, même après ce message si cruel qu'elle m'avait envoyé. Je pris mon téléphone. Mon pouce resta suspendu un long moment au-dessus de l'écran. Et puis, j'écrivis « Élodie, je ne veux pas te déranger, mais j'aimerais te parler d'une lettre de ton père, une que j'ai reçue moi aussi. Il y a quelque chose d'étrange. Je ne veux pas te convaincre de quoi que ce soit, juste comprendre. Peux-tu m'appeler quand tu auras un moment ?» Je relus le message une dizaine de fois avant de l'envoyer. Une part de moi craignait de n'avoir aucune réponse. Une autre espérait, comme une enfant, que ce serait le déclic, le point de bascule. Pendant 2 jours, je n'eus rien, pas un mot, pas un accusé de lecture. J'enchaînais les nuits sans sommeil, buvant du café réchauffé 3 fois, faisant tourner mes pensées d'en rond comme une lessive oubliée. Et puis, un matin, vers 7 heures, alors que j'étais encore en peignoir à regarder les nuages s'épaissir au-dessus des collines, mon téléphone vibra. Un message de Léa. Pas d'Élodie, mais de sa meilleure amie, une fille que j'aimais bien autrefois, qui venait souvent goûter à la maison quand elles étaient adolescentes. « Bonjour Solène, c'est Léa. Je sais que vous avez essayé de parler à Élodie. Elle m'a montré votre message, mais elle est encore très en colère. Je ne veux pas m'en mêler, mais je pense qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. » Je n'hésitais pas une seconde. « Peux-tu m'appeler, s'il te plaît ?» Elle le fit. Sa voix était un peu hésitante, comme si elle ne savait pas vraiment ce qu'elle avait le droit de dire. « Élodie ne m'a jamais montré la lettre en entier, dit-elle. Juste quelques phrases. Mais
Je me souviens que quand elle l'a lu pour la première fois, elle a fondu en larmes. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle se sentait trahie. Elle disait que son père lui avait écrit qu'il voulait la voir, qu'il avait essayé, mais que c'était toi qui bloquais tout, qu'il t'avait même écrit plusieurs fois, mais que tu n'avais jamais répondu. C'est complètement faux. Je n'ai jamais reçu de lettre de lui, sauf celle que je viens de retrouver. Je te crois, mais voilà. Il y a un truc bizarre. Le papier. C'était imprimé, pas manuscrit, et il n'y avait pas de signature. Juste « Papa ». Un frisson me traversa le dos. Tu... Et veut dire que ce n'était pas écrit de sa main. Je te dis juste ce que j'ai vu. Et autre chose, cette lettre, elle ne l'a pas reçue directement de lui. C'est son oncle, Philippe, le frère de Mathieu, qui la lui a remise après les obsèques. Il a dit qu'elle devait la lire seule, plus tard. Philippe, un nom que je n'avais pas entendu depuis des années. Je ne l'avais jamais aimé. Même du temps où j'étais encore avec Mathieu, je trouvais qu'il avait ce regard de fouine, toujours à colporter des demi-vérités, toujours à prétendre savoir mieux que tout le monde. Il avait toujours désapprouvé notre relation. Je me souvenais même d'une phrase qu'il avait lâchée une fois à table, quand Élodie avait 2 ans. « Ce n'est pas une femme de notre monde, Mathieu. Elle ne vous apportera que des ennuis. » Je ne l'avais pas oublié. Et maintenant, c'était lui qui avait donné à ma fille une lettre censée venir de son père. Je raccrochais avec Léa, le cœur en feu. Tout devenait limpide. Philippe avait eu toutes les raisons du monde de vouloir me faire passer pour la méchante de l'histoire. Il avait toujours voulu écarter la provinciale, comme il m'appelait dans mon dos, et il avait réussi. Mais je n'étais plus la Solène d'il y a 20 ans. J'avais vieilli, oui, mais j'avais appris à me relever. Alors j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru possible. J'ai pris le train pour Versailles, là où vivait Philippe, dans la vieille maison de famille. Une maison que je connaissais bien. J'y avais passé des week-ends autrefois à faire semblant d'être accepté. Aujourd'hui, j'y retournais pour obtenir la vérité. Le voyage fut long. Mon esprit n'arrêtait pas d'imaginer tous les scénarios. S'il refusait de me voir, s'il me claquait la porte au nez, que ferais-je? Et s'il avouait? Arrivé devant le portail, je restais figé un instant. Rien n'avait changé. La glycine courait encore le long des murs, les volets étaient toujours verts, mais plus écaillés qu'avant. Je sonnais. C'est une femme d'une 50aine d'années que je ne reconnus pas qui vint m'ouvrir. « Bonjour, je cherche Philippe Giraud. C'est bien ici? »« Oui, il est là. Et vous êtes ?»« Solène Marchand. » Elle haussa un sourcil. « Oh, entrez, je vais le chercher. » Je restai dans le hall, respirant à peine. Philippe descendit les escaliers quelques minutes plus tard, un peu voûté, les cheveux plus blancs, mais le même air suffisant. « Eh bien, Solène, quelle surprise! Tu viens réclamer une place au mariage, c'est ça ?» Je plantai mes yeux dans les siens. « Non, je viens pour la vérité. La lettre que tu as donnée à Élodie, c'est toi qui l'as écrite, n'est-ce pas ?» Il rit, un petit rire sec. « Tu n'as pas changé, toujours aussi dramatique. Ce n'est pas une accusation, c'est une question simple. Est-ce que tu as falsifié cette lettre, oui ou non ?» Il s'approcha lentement. « Et si je l'avais fait, qu'est-ce que tu ferais, hein? Tu crois qu'elle va te croire maintenant? Tu arrives après toutes ces années, avec ta petite lettre toute mielleuse, et tu penses qu'elle va te retomber dans les bras ?» Je ne répondis pas. Il continua, le ton plus bas. « Je l'ai fait pour la protéger. Elle méritait mieux que de vivre dans l'ombre de tes regrets. Tu ne fais que traîner ton passé comme une malle trop lourde. J'ai juste allégé son fardeau. Je sentis ma gorge se nouer. Tu lui as volé son droit de choisir. Tu lui as menti. Et tu m'as volé ma fille. » Il se détourna, agacé. « Crois ce que tu veux. De toute façon, elle ne te croira jamais. » Je sortis sans un mot de plus. Mais en moi, quelque chose venait de naître. Une détermination que je n'avais jamais ressentie. Je n'allais pas me battre pour moi. J'allais me battre pour la vérité. Le trajet du retour fut silencieux. Le train avançait à travers les plaines, mais mes pensées allaient bien plus vite. Je n'arrivais pas à me détacher du visage de Philippe
de ce rictus satisfait quand il avait dit qu'Élodie ne me croirait jamais. Il avait peut-être raison. Peut-être que ma fille préférerait continuer à croire en ce mensonge, simplement parce qu'il était plus facile à porter que la vérité, parce que le pardon demande du courage, et qu'elle avait peut-être peur d'ouvrir cette porte-là. Je regardais mon reflet dans la vitre du wagon. Qui étais-je devenue aux yeux d'Élodie? Une femme amère, isolée, peut-être même un peu pitoyable. Elle ne savait rien de ce que j'avais enduré, de ce que j'avais protégé. Et moi, j'avais trop longtemps cru que le silence protégerait notre lien. Quelle erreur! En rentrant chez moi, je ne passais même pas par la cuisine. Je montais directement à l'étage, ouvris un vieux carton de documents que je n'avais pas touché depuis des années et sortis un petit cahier bleu, mon journal. Je l'avais tenu durant les premières années après le départ de Mathieu. Dedans, il y avait tout. Les lettres jamais envoyées, les rêves écrits dans le vide et surtout les dates, les vérités, chaque tentative de contact, chaque coup de fil, chaque silence en retour. J'en fis des photocopies dès le lendemain à la mairie du village. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une trace, une preuve. Pas pour la justice, pour elle. Pour qu'un jour, si elle ouvrait les yeux, elle sache que je n'avais pas disparu, que je n'avais pas renoncé à elle. Je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit d'autre. Mais c'est une conversation anodine qui a tout changé. Une semaine après ma confrontation avec Philippe, alors que je faisais quelques courses à l'épicerie du village, je tombais sur Lucien, un ancien ami de mon frère disparu. Un homme discret, un peu bourru, mais droit. « Tu savais que le mariage de ta fille allait être célébré dans le domaine des Montélac ?» m'a-t-il dit, entre deux cagettes de tomates. « Les Montélac, tu es sûr ?»« Oui, j'ai vu le nom sur le site du château. Apparemment, c'est le petit-fils d'Agnès Montelac qui se marie. Et comme par hasard, ta fille est la fiancée. » Je restais figé. Ce nom, je ne l'avais pas entendu depuis une éternité. Agnès Montelac, mon passé. Un passé que j'avais enterré à coups de silence, que je n'avais jamais osé raconter à Élodie. Les Montelac, c'était une famille de la vieille noblesse provinciale. Mon frère Jean avait travaillé pour eux comme jardinier dans les années 90. Discret, loyal, un peu rêveur, il avait disparu du jour au lendemain après une dispute avec le fils aîné de la famille. On avait parlé de voyage soudain, d'un départ volontaire, mais moi, je n'y avais jamais cru. Il n'aurait jamais quitté maman sans dire un mot. Il n'aurait jamais quitté moi sans laisser une trace. J'avais toujours eu ce pressentiment que quelque chose s'était mal passé là-bas. Mais personne ne voulait m'écouter. Trop de silence, trop de pouvoir autour de cette famille. Et maintenant, ma propre fille allait se marier avec un descendant de ces gens. Elle allait entrer dans ce monde, sans savoir tout ce qu'il avait englouti. Je décidai de vérifier par moi-même. Une recherche rapide sur Internet confirma ce que Lucien avait dit. Le nom du fiancé, Hugo Montelac, futur avocat d'affaires, formé à HEC, fils de Vincent Montelac, propriétaire du domaine, et petit-fils d'Agnès. Je cliquais sur une photo officielle du couple, prise lors d'une soirée caritative à Lyon. Et là, je manquais de lâcher mon téléphone. Derrière eux, au fond de l'image, se tenait un serveur en tenue noire, regard fatigué, cheveux poivre et sel, un peu voûté. Mais ce visage, ce profil, c'était Jean, ou quelqu'un qui lui ressemblait énormément. Je zoomais plusieurs fois. Mon cœur battait dans mes tempes. Impossible. Jean était censé avoir disparu il y a 27 ans. On l'avait cherché, affiché des avis, interrogé ses anciens collègues. Rien. Silence total. Et là, il était là, comme si de rien n'était. Dans l'ombre, au service de ceux qui l'avaient peut-être fait taire. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris un billet de train pour Dijon, où se trouvait le domaine Montelac. J'arrivais, en fin d'après-midi, les jambes tremblantes, un sac léger, et une seule idée en tête, voir ce visage de mes propres yeux. Comprendre, avoir une réponse. Je me présentais comme une ancienne connaissance, en visite dans la région, intéressée par les mariages au château. La réceptionniste, charmante, me fit faire le tour. Je posais 1000 questions banales,
comme une mère curieuse, tout en scrutant chaque visage, chaque couloir, chaque ombre. Et puis, au détour de la cuisine, alors que je faisais mine d'admirer la verrière, je le vis, lui. Il portait une caisse de vaisselle, un peu courbée, mais ses gestes étaient reprécis, sa démarche, identique à celle que je me rappelais. Il passa devant moi sans me voir. Je murmurai, presque malgré moi, « Jean ?» Il s'arrêta net, se retourna lentement. Nos regards se croisèrent et le monde se figea. Ses yeux s'agrandirent. Ma gorge se serra. « Solène ?» souffla-t-il. Je courus vers lui. « C'est toi? C'est vraiment toi ?» Il hocha la tête. Il semblait aussi perdu que moi. « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'as jamais donné de nouvelles? On te croyait mort !» Il regarda autour de lui, nerveux. « Pas ici, pas maintenant. Rejoins-moi ce soir, derrière l'orangerie, à 22 heures. Je t'expliquerai tout. » Je voulais protester, le prendre dans mes bras, hurler, mais quelque chose dans ses yeux m'arrêta. Ce mélange de peur et de fatigue, il fallait attendre. Je quittai le domaine en silence, mais mon esprit bouillonnait. S'il était là, vivant, et s'il s'était caché toutes ces années, c'était qu'il y avait un secret bien plus lourd que je ne pouvais l'imaginer. Et maintenant, ma fille allait épouser un Montellac. Je ne savais pas encore quoi faire, mais je savais une chose, je ne pouvais plus me taire. Je passais la journée à errer dans les rues de Dijon sans vraiment les voir. Mon corps était là, mais mon esprit était ailleurs, suspendu à cette rencontre que j'attendais depuis 27 ans. Jean était vivant, mon frère, mon confident. Celui qui connaissait mes silences mieux que quiconque. Que s'était-il passé pour qu'il disparaisse ainsi sans laisser de traces? Quelle force l'avait réduit au silence, enfermé dans une vie d'ombre, de silence, de servitude? À 22 heures tapantes, je longeais les grilles du domaine Montellac. Le vent s'était levé, léger mais mordant, et le ciel annonçait la pluie. Le domaine, majestueux et glacé, s'élevait dans la pénombre comme un château figé dans le passé. Je contournais les haies, évitant les lumières, jusqu'à l'arrière de l'orangerie. Une silhouette m'attendait, dos à moi, immobile. « Jean ?» murmurai-je. Il se retourna lentement. Cette fois, il me regarda sans crainte. Ses yeux avaient mi-vieilli, son dos s'était courbé, mais c'était bien lui, mon frère, ma famille. Je ne pus m'empêcher de poser mes mains sur son visage, de vérifier qu'il était réel, de le toucher comme un fantôme revenu d'un autre monde. Il me prit les mains, les serra fort. « Je suis désolé, Solène. Tellement désolé. Pourquoi? Pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu n'as jamais rien dit ?» Il inspira profondément, le regard noyé dans le noir. Parce que j'avais peur, parce que j'ai fait une erreur, et que cette erreur aurait pu me coûter bien plus que ma liberté. Je restai silencieuse. Il reprit d'une voix plus basse. « À l'époque, tu te souviens, je travaillais ici dans les jardins. Je m'occupais des rosiers, des fontaines, des haies taillées au millimètre. C'était une vie modeste, mais j'aimais ça. Jusqu'au jour où Agnès Montellac m'a convoqué dans son bureau. Elle avait trouvé un carnet, mon carnet. J'y écrivais ce que je voyais, ce que j'entendais, des confidences que les membres de la famille faisaient en me croyant invisible. Il y avait des secrets, des rumeurs d'affaires, de l'argent caché, des choses que je n'aurais jamais dû entendre. Je sentis mon cœur se serrer. Et elle t'a accusé de vouloir les faire chanter? Pire, elle m'a fait disparaître. Enfin, pas. Littéralement, elle m'a menacé de me faire passer pour fou, d'inventer une histoire de vol. Elle avait ce pouvoir, ce réseau. En 2 jours, j'étais renvoyé, discrédité et réorienté. On m'a proposé un marché. Soit je disparaissais, soit je passais quelques années en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait. Et comme je n'avais rien, personne, j'ai choisi de disparaître. Je sentais la colère monter. « Et tu as accepté de travailler ici de nouveau ?» Il baissa les yeux. C'est ça, le pire. Des années plus tard, ils m'ont recontacté, sous un faux nom. Ils avaient très besoin de personnel discret. Je n'avais plus d'identité, plus de futur. Alors j'ai accepté. J'étais déjà mort aux yeux du monde, Solène.
autant redevenir une ombre dans un endroit que je connaissais. Je me laissais tomber sur un vieux muret, les jambes coupées. Et maintenant, tu sais que ma fille va épouser un Montélac? Je le sais. Et c'est pour ça que je ne dors plus depuis des semaines, parce que je t'ai reconnue sur une vieille photo d'elle. Et parce que je sais ce que cette famille est capable de faire pour protéger ses apparences. Il s'approcha de moi. Ce mariage n'est pas ce qu'il semble être. Hugo n'est pas un mauvais garçon, mais il est piégé dans une toile plus grande que lui. La fortune de la famille est en jeu. Et ta fille, elle est là pour redorer leur image. Une jeune femme brillante, sans scandale, venue d'un autre monde, une pièce de vitrine. Ils ne la connaissent pas, Soleil. Ils ne l'aiment pas. Ils veulent juste l'exhiber et ensuite l'effacer doucement. Je sentis la nausée monter. Tu crois qu'elle est en danger? Pas physiquement, mais moralement, psychologiquement. Ce mariage va la dévorer. Et si elle découvre, plus tard, la vérité sur cette famille, elle ne saura plus à qui faire confiance. Je me redressai. Alors il faut l'en empêcher. Il faut lui dire, lui montrer. Il hocha la tête. Je suis prêt, mais c'est à toi de décider comment. Elle ne me connaît pas. Et si je parle, je perds ce petit semblant de vie que j'ai ici. Mais pour toi, je peux parler. Je n'hésitais pas une seconde. Demain, avant la cérémonie, je veux qu'on lui parle, ensemble. Je veux que tu lui dises ce que tu viens de me dire. Et je veux qu'elle voie que je n'ai jamais menti. Il me regarda, ému. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Je lui souris, malgré la gorge serrée. Je suis juste une mère, et on ne laisse pas sa fille s'enfoncer dans l'illusion quand on connaît la vérité. Nous restâmes là quelques minutes, sans parler, deux ombres réunies dans la nuit, prêtes à affronter l'aube ensemble. Le matin du mariage, la lumière était étrange, trop blanche, trop parfaite, le genre de lumière qui ne montre pas les choses telles qu'elles sont, mais comme on voudrait qu'elles paraissent. Dans le parc du domaine, les employés couraient dans tous les sens. On dressait les tables, on ajustait les rubans sur les chaises dorées, on redressait les compositions florales. Tout devait être impeccable. Tout devait raconter une histoire d'amour sans faille. Mais dans mon ventre, ce n'était pas l'amour qui grondait. C'était un mélange de colère, de peur et de lucidité. Je n'étais pas invité, mais je n'avais pas besoin de l'être. Je savais où entrer, par quelle porte de service passer. Les souvenirs que j'avais de cette maison m'avaient appris à naviguer dans ses ombres. Jean m'avait donné un badge temporaire utilisé par les prestataires. Personne ne questionnait une femme bien habillée, portant un carnet et un badge. J'étais devenue invisible à ma manière, comme lui. Je croisais plusieurs fois des visages qui ne me reconnaissaient pas. Des gens beaux, bien coiffés, pressée. Je n'aperçus pas encore Élodie. Je ne voulais pas la voir de loin. Je voulais lui parler les yeux dans les yeux, sans barrière, sans spectacle. Mais l'heure avançait. Jean m'attendait derrière la serre, là où les invités ne passaient pas. Il avait mis une chemise blanche. On repassait. Il avait l'air d'un homme prêt à affronter un passé qu'il n'avait jamais choisi. « Tu es sûr de toi ?» me demanda-t-il. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Il hocha la tête. Elle va souffrir. Pas plus que si elle vit dans le mensonge toute sa vie. Il me tendit une enveloppe. J'ai tout écrit. Si jamais je perds mes mots, si jamais elle ne veut pas m'écouter. Je glissai la lettre dans mon sac. Quelques minutes plus tard, une agitation inhabituelle me fit me retourner. C'était elle, ma fille, belle, droite, lumineuse dans sa robe ivoire. Elle riait avec des invités, entourée de demoiselles d'honneur. Elle n'avait pas encore vu Jean, et elle ne m'avait pas encore vu non plus. Mon cœur se brisa un peu en la regardant. C'était la petite fille que j'avais bercée, celle à qui je chantais doucement S'en va le jour pour l'endormir. Et pourtant, ce visage devant moi, c'était celui d'une étrangère. Je fis un pas, puis deux. Elle se tourna vers moi et s'immobilisa. Le silence autour fut presque instantané. Ses yeux s'écarquillèrent. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Je m'approchai calmement. Tout le monde nous regardait. Mais je ne regardais qu'elle. « Je suis venue te dire la vérité.
Une vérité que tu ne connais pas. Et je ne suis pas seule. Elle fronça les sourcils. Puis son regard glissa derrière moi. Elle vit Jean. Je crus qu'elle allait tomber. Qui est-ce? Jean s'avança d'un pas. Je suis ton oncle, le frère de ta mère. Elle recula. C'est une blague? Non, dit-il doucement. Et je suis ici parce que ce que tu crois savoir est faux. On t'a menti, Élodie. Ce que tu crois avoir reçu de ton père, cette lettre, elle n'était pas de lui. Elle sembla chanceler, mais elle se redressa aussitôt. Je ne veux pas entendre ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Tu choisis le pire moment, comme toujours. Non, dis-je en m'approchant encore. Justement, c'est le seul moment où je peux te parler sans que tu sois derrière un écran. Tu ne m'as jamais écouté. Tu ne m'as jamais posé de questions. Tu as cru à une version parce qu'elle t'arrangeait, parce qu'elle te permettait de m'éloigner sans culpabilité. J'ai lu cette lettre, maman. J'ai pleuré pendant des jours. Il disait que tu avais tout fait pour me garder loin de lui, qu'il avait essayé, qu'il m'aimait. C'était un faux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui, ton oncle. Il sait d'où elle vient, qui l'a donnée. Et moi aussi, j'ai reçu une lettre, une vraie. De sa main, manuscrite. Et ce qu'il y dit, c'est tout l'inverse. Jean sortit doucement une feuille pliée de sa poche. Lis ceci. Tu n'as pas besoin de me croire, mais tu peux lire. Elle le regarda longuement, puis prit la feuille. Elle lut, lentement, les yeux passant d'une ligne à l'autre. Ses lèvres tremblaient, sa main aussi. Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. Je me tue. Elle releva la tête vers moi, les yeux pleins de larmes, mais aussi d'incompréhension. Pourquoi on aurait fait ça? Pourquoi quelqu'un me mentirait à ce point? Pour t'éloigner de moi, pour me faire disparaître de ta vie. Parce qu'il y a des gens qui croient que certaines mères ne méritent pas de rester debout. Parce que j'étais seule, sans défense, et que c'était facile de salir mon nom quand je n'avais pas les moyens de le défendre. Un silence pesant tomba. Puis la voix d'un homme résonna derrière nous. Ce petit numéro est très touchant, mais tu n'as rien à faire ici. C'était Vincent Montellac, le père du marié. Il s'avança lentement, l'air froid, distant, comme s'il assistait à une pièce de théâtre qu'il n'avait pas commandée. « Vous troublez la cérémonie. Je vais devoir vous demander de partir. » Je le regardais droit dans les yeux. « J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous faites taire les gens, monsieur Montellac. » Il ne répondit pas. Jean s'avança. « Vous m'avez réduit au silence pendant presque 3 décennies. Aujourd'hui, je parle. » Vincent sourit, mais son regard était dur. « Vous croyez que ces histoires de jardiniers disparus vont faire vaciller cette famille? Vous êtes pathétique. » Je me tournai vers ma fille. « Tu choisis, Élodie. Soit tu continues cette cérémonie avec une famille qui t'a menti, qui a sali ton histoire, qui m'a effacé. Soit tu prends une pause, tu respires, tu réfléchis, et tu choisis toi-même ce que tu veux croire. » Elle regarda tout autour d'elle, les invités, figés, les serveurs, immobiles. Hugo, son fiancé, qui s'approchait, visiblement choqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle fixa Jean, puis moi, puis la feuille entre ses mains, et elle dit simplement « Je veux partir ». Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Les mots étaient simples, mais le ton, lui, portait autre chose. Pas une crise, pas une fuite, plutôt une décision mûre, prise dans le feu du moment, mais forgée dans des années de silence. Elle répétait doucement, presque pour elle-même. « Je veux partir. » Le fiancé tenta de s'approcher, mais elle fit un geste de la main. « Hugo, je suis désolée. Je dois réfléchir à beaucoup de choses. » Il recula confus, les bras ballants. Il comprenait que quelque chose lui échappait complètement. Ce n'était plus un mariage, c'était un séisme. Les invités commencèrent à murmurer. Des regards s'échangeaient. Certains haussaient les sourcils, d'autres détournaient les yeux, déjà gênés. Le maître de cérémonie s'était figé comme une statue. On sentait dans l'air cette tension que personne n'ose trancher, comme une corde sur le point de céder. Élodie me regarda, puis tourna la tête vers Jean. « Est-ce que tu peux venir avec moi? J'ai besoin de parler, mais pas ici. » Jean acquiesça. Ils partirent tous les deux par l'allée latérale du jardin, sans un mot.
Moi, je restais en arrière. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon sans bouger de place. Mon cœur battait si fort que je n'entendais presque plus les voix autour. Je ne savais pas si je devais les suivre, les laisser, m'en aller. J'avais mis la vérité sur la table. Je ne pouvais pas la forcer à la digérer. Un homme s'approcha doucement. Un serveur. Il me tendit un verre d'eau. « Vous avez bien fait. Parfois, il faut briser les apparences pour libérer les gens. » Je le remerciai en silence. 1 heure plus tard, alors que les invités quittaient lentement les lieux, les conversations remplies de spéculations, je vis Jean revenir seul. Il avait le regard grave, mais pas fermé. « Elle voulait être un moment seul, dit-il. Mais elle t'attend. » Il me donna une adresse, une pension modeste à quelques rues du domaine. Elle avait demandé une chambre, le temps de respirer loin de tout ça. Je m'y rendis le cœur battant. La réceptionniste m'indiqua la chambre. Je toquai doucement. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Elle était là, démaquillée, les cheveux relevés en chignon lâche, plus jeune, plus fragile aussi. « Entre !» Je m'assis au bord du lit pendant qu'elle fermait la fenêtre. La chambre était simple. Un lit, une petite table, un fauteuil près du radiateur, pas de décoration, pas de bruit, juste nous. « Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle en s'asseyant face à moi. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, pas tout de suite. » Elle fixa le plancher un instant. J'ai cru que j'avais enfin trouvé un équilibre, quelque chose de solide. Mais en fait, j'étais juste accrochée à une version de moi-même qui me permettait d'ignorer le vide. Je ne dis rien. Elle releva les yeux. J'ai relu les lettres, celles de mon père et celles de Jean. Je vois bien que les tons sont différents, que celles que j'ai reçues étaient froides, presque mécaniques. Et maintenant que je sais qu'elles venaient de Philippe, ça me rend malade. Elle marqua une pause. Le pire, c'est que je t'ai cru capable de tout ça. J'ai laissé une feuille de papier annuler des années de ta présence, de ton amour, de tes sacrifices. Tu avais besoin de réponses. Et quelqu'un t'en a donné, même si elles étaient fausses. C'est plus facile de s'accrocher à ce qui est clair, même si c'est un mensonge. Elle s'approcha un peu. Pourquoi tu n'as jamais essayé de me confronter, de me forcer à voir la vérité? Parce que je ne voulais pas que tu m'aimes par obligation. Je voulais que tu viennes vers moi quand tu serais prête. J'ai failli t'écrire 100 fois, mais chaque fois, je me disais, elle a besoin d'espace. J'avais peur que mon insistance ne t'éloigne encore plus. Elle posa sa tête contre mon épaule. Tu n'as jamais cessé de m'aimer, même quand je t'ai rayé de ma vie. Je posai une main sur ses cheveux. Jamais. On resta ainsi longtemps. 2 femmes, 2 générations, 2 blessures qui se recousaient lentement. Plus tard, elle me raconta sa discussion avec Hugo. Il avait été compréhensif, mais blessé. Il n'était pas complice des manipulations de sa famille, mais il en avait bénéficié sans poser trop de questions. Il ne s'était jamais demandé pourquoi. Tout semblait si bien organisé, si facile. Elle ne savait pas encore si elle allait lui pardonner, mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait d'abord se retrouver elle-même. Je passai la nuit dans la chambre voisine. Le lendemain matin, on marcha ensemble dans les ruelles de Dijon, comme 2 amis en voyage, pas une mère et une fille en guerre. Elle me parla de ses projets, de ses doutes, de ses blessures, et moi, je l'écoutais comme si je découvrais une version d'elle que je n'avais jamais connue. Avant de reprendre le train, elle me serra dans ses bras avec force. « Ce n'est pas fini entre nous. Je veux qu'on recommence. Pas comme avant. Mieux. » Je n'avais pas besoin de plus. Sur le quai, alors que le train s'éloignait, je sentis enfin quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la paix. Peut-être que la vérité ne répare pas tout, mais elle redonne au moins la possibilité de reconstruire. Il est étonnant de voir comment la vie, parfois, nous pousse jusqu'au bord du silence. Comment des années de souffrance peuvent s'enfouir si profondément qu'on en vient presque à croire qu'elles ont disparu. Mais elles restent là, tapies dans l'ombre, prêtes à refaire surface au moment le plus inattendu. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est pas seulement l'histoire de Solène, une mère blessée, rejetée et oubliée.
c'est aussi celle de tant d'autres femmes, hommes, parents, enfants, qui vivent avec des cicatrices invisibles, portées avec dignité, sans faire de bruit. Et c'est, avant tout, une histoire de réconciliation, de vérité et d'amour. Quand une mère est bannie du mariage de sa propre fille, il y a quelque chose d'injuste, de profondément déchirant. Solène aurait pu s'enfermer dans la douleur, se résigner au rôle que d'autres lui avaient assigné, mais elle a choisi de se lever, non pas pour se venger, non pas pour s'imposer, mais pour dire la vérité. Une vérité qu'elle portait en elle depuis trop longtemps et qui menaçait d'étouffer son cœur. Et quelle vérité? Celle d'une manipulation sourde, orchestrée par Philippe, le frère de son ancien compagnon. Une lettre fausse, des mensonges, habilement glissés dans les souvenirs d'une fille qui cherchait désespérément des réponses à son abandon. Et pendant ce temps, la vraie lettre, celle écrite de la main tremblante de son père, était restée enfouie dans une boîte poussiéreuse au fond d'un grenier. Ironie cruelle de la vie. Parfois, ce qui peut nous guérir est juste là, à portée de main. Mais on n'a pas encore eu la force de l'ouvrir. Ce qui rend cette histoire si touchante, c'est qu'elle aurait pu basculer à tout moment. Élodie aurait pu refuser d'écouter. Solène aurait pu choisir le confort du silence. Jean, disparu depuis des décennies, aurait pu ne jamais se manifester. Et pourtant, chaque choix, chaque pas, chaque parole a compté. Il a fallu du courage, beaucoup de courage, celui de faire face à ses blessures, de regarder la honte dans les yeux, de se battre pour l'amour, quand tout semble perdu. Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être que cette histoire vous a rappelé quelqu'un, un parent que vous avez blessé, une vérité que vous avez enfouie, une relation que vous avez abandonnée parce qu'elle semblait trop compliquée. Peut-être que vous êtes, vous aussi, dans un de ces silences qui tuent doucement les liens familiaux. Mais il n'est jamais trop tard. Jamais. Les liens du sang ne suffisent pas toujours à maintenir l'amour. Ce qui soude les cœurs, c'est l'écoute, la confiance, la vérité. Et parfois, il faut que tout s'écroule. Comme un mariage annulé, une vérité dévoilée en plein jour, pour que les murs tombent enfin et que l'on puisse reconstruire quelque chose de vrai. Ce que Solène nous apprend, c'est qu'une mère ne cesse jamais d'aimer, même lorsqu'elle est rejetée, que l'amour ne se crie pas toujours fort, mais qu'il résiste au temps, au mensonge, à l'oubli. Ce que Jean nous enseigne, c'est que le silence peut cacher de grandes douleurs, mais qu'un jour, même les ombres méritent de retrouver la lumière. Et ce qu'Élodie nous offre, c'est l'image d'une fille qui, malgré la confusion, a osé suspendre un instant sa vie parfaite pour écouter, écouter avec le cœur. Et c'est là que tout change. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Qui dans votre vie mérite peut-être d'entendre une vérité? Qui attend une parole que vous n'avez jamais osé prononcer? Peut-être que cette histoire vous touche parce que vous vous reconnaissez dans Solène, ou dans Élodie, ou même dans Jean. Peut-être avez-vous été la personne qui a été réduite au silence, ou peut-être celle qui a construit sa vie sur des demi-vérités. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que la vérité, même douloureuse, libère, et qu'aimer, c'est parfois avoir le courage de tout remettre en question, pour reconstruire, pour réparer, pour exister vraiment. Alors si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. C'est peut-être à travers votre geste que d'autres pourront ouvrir une lettre oubliée, dire une vérité longtemps tue, pardonner, revenir. Mais au-delà de cette histoire, j'aimerais vous parler d'un autre amour, un amour encore plus profond, incompréhensible parfois, un amour qui dépasse toutes les blessures humaines, tous les abandons, toutes les injustices. Je veux vous parler de l'amour de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prenez une seconde pour laisser ces mots résonner.
Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire que Dieu vous a tant aimé, vous personnellement, qu'il a offert ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ. Pas pour les justes, pas pour les parfaits, mais pour les cœurs brisés, les éteintés, solitaires, les oubliés, les fatigués, pour ceux qui portent des lettres douloureuses dans leur cœur, pour ceux qui ont vécu des trahisons, des silences, des rejets. L'histoire de Solène est celle d'un amour humain qui a résisté à la trahison. L'histoire de Dieu, c'est celle d'un amour divin qui est allé jusqu'à la croix. Jésus-Christ est venu sur cette terre non pour condamner, mais pour sauver. Il a pris sur lui nos fautes, nos blessures, nos peurs, nos hontes, et les a portées à la croix, afin que nous soyons libres, libres d'aimer, libres de pardonner, libres de recommencer. Peut-être que vous vous sentez comme Solène, mis de côté, mal compris, effacé de la vie de ceux que vous aimez. Dieu vous voit, il connaît vos larmes, il connaît votre histoire, et il vous tend la main aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez comme Élodie, perdu dans vos repères, croyant à des vérités construites sur des bases fragiles. Dieu vous appelle à revenir à lui, à découvrir la vérité qui guérit. Mais vraiment, une vérité qui n'humilie pas, mais qui relève. Une vérité faite d'amour, de paix, de pardon. La bonne nouvelle, c'est que cet amour est encore offert aujourd'hui. Il ne dépend pas de ce que vous avez fait ou pas fait. Il ne tient pas compte de votre passé. Il vous est offert gratuitement. Il suffit d'ouvrir votre cœur, comme Élodie a ouvert cette lettre. Il suffit de dire « Seigneur, je veux croire en toi. Je veux recevoir ton pardon. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. » Et si vous ressentez cela dans votre cœur aujourd'hui, je vous invite à faire cette simple prière avec moi, là où vous êtes. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai essayé de faire ma vie à ma manière, mais je suis fatigué, vide, blessé. Aujourd'hui, je crois que tu es venu pour moi, que tu es mort à la croix pour mes fautes, que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie, guéris mon cœur, remplis-moi de ton amour. Je veux marcher avec toi à partir de maintenant. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous venez de faire le pas le plus important de votre vie. Vous n'êtes plus seul. Vous faites désormais partie d'une famille spirituelle immense, unie par l'amour de Dieu. Et ici, sur cette chaîne, vous êtes toujours les bienvenus. Peu importe votre passé, vous avez un avenir avec Dieu. Alors, une dernière fois, si cette histoire vous a parlé, si ce message vous a touché, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti. Dites-nous si vous avez fait cette prière. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires, les prochaines paroles d'espérance. Car ici, chaque histoire a un sens et chaque cœur mérite d'être entendu. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.